Maintenant, sur le PL3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance, le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, il suffit d'une connaissance minimale du fonctionnement syndical pour constater que rien dans ce projet de loi ne correspond véritablement à ce que prétend son titre. Lorsqu'on jumelle le contenu du projet de loi avec les déclarations à l'emporte-pièce du premier ministre, de discours politiques ambiants, s'il existait encore un doute sur les véritables intentions de ce projet de loi, il disparaît immédiatement. Examinons ces véritables intentions. Il faut dire que ce projet de loi-là ne vient pas seul. Il s'inscrit dans une idéologie, une lignée d'action prise depuis environ 2 ans par le gouvernement et qui sont bien traduites dans les propos du premier ministre lui-même, c'est-à-dire de s'attaquer aux syndicats. Le fondement premier de notre opposition est à l'effet que le ministre du Travail et le gouvernement n'ont rien à faire dans le fonctionnement des syndicats. De venir ainsi s'immiscer dans la structure que les membres veulent se donner, dans les règles de fonctionnement qu'ils choisissent, en connaissant la meilleure manière de fonctionner, en considérant leur réalité, c'est d'une part une ingérence nuisible et d'autre part, ni plus ni moins, qu'une forme de mépris envers l'intelligence des travailleuses et travailleurs. Bien que pour certains éléments, comme d'inscrire le lieu et l'heure de l'Assemblée dans une convocation, semble banal. Dans mes 34 années d'implication syndicale, je n'ai jamais vu une convocation d'Assemblée qui n'indiquait pas le jour, le lieu et l'heure. Rien que d'y penser, c'est ridicule. C'est justement parce que c'est à ce point ridicule et inutile que ça démontre le désir d'ingérence du gouvernement. Quant à la fameuse cotisation facultative, là, j'avoue que ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas une question financière. Ce n'est pas une question de droit des membres. C'est une question de fracture de la solidarité collective. La société est construite comme ça. Le gouvernement lui-même fonctionne sur cette base. Les filets de protection sociale sont soutenus par la collectivité, pas par la participation facultative. Si le gouvernement croit que de décider de se retirer du collectif dans les organisations syndicales, avoir le droit de choisir si on soutient une cause ou non, c'est un bel exercice démocratique, je l'invite à donner l'exemple. Qu'il soumette à la population du Québec la liste des soutiens financiers qu'il veut accorder aux entreprises, qu'il permette aux gens de choisir ce qu'ils acceptent ou pas de financer avec leurs impôts et leurs taxes. Je serais tenté de dire que certains projets auraient moins de votes que d'autres. Si le gouvernement est tellement convaincu que ce qu'il fait est bon pour tout le monde, il ne devrait pas craindre de voir des groupes soulever des doutes, s'y opposer ou les contester juridiquement. De tenter de réduire ces possibilités, c'est une forme de démonstration que le gouvernement sait consciemment qu'il commet une dérive et qu'il ne veut pas se soumettre aux thèses des contestations des tribunaux. Parce qu'il y a eu des votes de grève, puis M. Vachon, vous avez assez de vécu pour savoir qu'il y a peut-être eu ici et là, moi je pense que c'est plus souvent qu'ici et là, des votes de grève ou des votes de ratification où il n'y avait pas des avis de convocation. Est-ce que vous pouvez être en désaccord avec moi? Jamais vu ça. OK. J'ai jamais vu ça, puis honnêtement, si c'est arrivé, là, je suis sûr que le comité syndical puis les personnes conseillères, ils auraient passé un mauvais quart d'heure. Bien, prenons pour une grève. On va s'amuser à jaser d'une situation un peu loufoque. Dimanche dernier, samedi dernier, l'employeur fait le dépôt d'une proposition au syndicat. Le syndicat tient une assemblée générale le dimanche matin, vote sur le champ. Lundi matin, ils sont au travail. Si je prends le principe que vous soumettez, il faut que le vote tienne 24 heures, ils ne seront pas à job lundi. Alors, les gens ont été convoqués, le lieu et l'heure étaient sur la convocation, et ils sont allés, les gens étaient là, ils participaient, ils ont eu les explications sur le champ, ils ont posé des questions et ils ont voté. Imaginons-nous, puis là, généralement, dans un cas de vote sur des offres, sur une convention collective, il y a un taux de participation qui est plus élevé, on frôle le 100 % dans la quasi-totalité des cas. Mais imaginons-nous là, qu'on est sur le budget, là, puis on fait une assemblée, puis il y a 50 % du monde qui sont là, puis là, après ça, on part sur un vote de 24 heures. Le 50 % qui n'est pas là, il vote sur quoi? Le cadre actuel donc, permet une présentation de ce qui a été négocié, donc par exemple dans le renouvellement d'une convention collective, puis le cadre actuel permet une ratification beaucoup plus aisée que si on laissait tout ça, disons, partir en vrille, que les gens puissent commenter sur les réseaux sociaux, puis qu'en bout de ligne, ils ont pensé qu'il y aurait moins de ratification des conventions collectives et donc
il y a un allongement des conflits de travail et des impacts sur la population. Si c'est rejeté, là, dans le vote là, qui a lieu 3 jours plus tard, là, 72 heures plus tard, avec si c'est rejeté aux 24 heures, on fait quoi? On reconvoque une autre assemblée? On pose quoi comme question au monde? Avez-vous pensé dans quel processus on s'embarque? L'adoption d'une convention. Le budget, c'est pareil, la question de la transparence. On a les gens en assemblée, ils posent des questions, on donne les réponses, ils regardent toutes les questions. Le haute, là, il y a 75 $ dedans, c'est quoi ça, là? Ils vont le savoir. La personne qui n'est pas là, soit au Congrès, soit à l'Assemblée, elle va voter sur ça. Sur quoi? Elle va voter sur le budget. Elle ne sait absolument rien de ce qui s'est passé. Elle ne sait absolument aucune... On va présumer que ça, c'est un exercice démocratique. J'avoue que je suis surpris, je ne sais pas si vous partagez ma surprise. On a un ministre qui travaille un projet de loi sur les cotisations syndicales, qui crée des catégories, qui crée toutes sortes de patentes pour que ça s'applique à vous. Mais il vous demande comment ça marche votre cotisation syndicale. Il ne sait pas comment ça marche votre cotisation syndicale. C'est pas un peu spécial de dire « j'ai concocté un système, mais expliquez-moi comment ça marche votre cotisation syndicale ». Ça n'aurait pas été l'inverse plutôt que de savoir comment ça marche la cotisation syndicale avant d'inventer un système spécial un peu? Dans le premier mandat du ministre, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'était excellent. Les 2 dernières années, moi, je ne le reconnais plus. Sur le ton, je le reconnais. Mais sur l'approche, je ne le reconnais pas. La période, là, on a le droit de restriction du droit de... restriction des cotisations syndicales avec le PL3, abolition de la loi sur les décrets qu'on a révélé hier, rumeur de fin du paritarisme à la CNSST que j'ai appris hier aussi. C'est un sale temps là, pour les travailleurs. Moi, la CSD, j'ai de plus en plus de difficultés à convaincre les membres de la CSD que le dialogue social, là, c'est une formule à succès au Québec. Ils commencent à me demander ce que je fais là. Est-ce que le ministre Boulay vous a consulté avant de déposer son projet de loi? Il n'y a plus de consultation depuis quelques projets de loi. Puis je suis prêt à dire que des fois, notre ton n'a pas été le plus accueillant, mais c'est plus facile de parler avant d'avoir reçu un coup qu'après. Je suis au comité consultatif Travail main-d'œuvre. Les associations patronales sont devant nous. Vous ne m'avez jamais entendu ici, jamais entendu dénigrer les organisations patronales. Ce sont des partenaires avec qui nous devons et nous devrions travailler. Et malheureusement, les discussions sont rompues par cette ambiance qui est là, qui est une rupture du dialogue social. Et ce gouvernement se targue d'essayer de simplifier la vie des PME. Mais vous, quand on lit votre mémoire, là, de bout en bout, vous dites, bien, si nous avait consulté, on lui aurait dit qu'il va créer une quantité phénoménale de bureaucratie, de paperasse, de coûts, de procédures, dont vous dites à plusieurs endroits que ça va être carrément impossible à gérer, non seulement pour les syndicats, mais pour les employeurs aussi, par exemple, qui gèrent la cotisation syndicale. Bien, et puis au-delà de la cotisation syndicale, ça va empoisonner les relations de travail. Puis là, c'est un peu émotif, mais Michel Jutras, débardeur, qui s'est suicidé, qui contestait un exécutif syndical qui demandait des comptes sur la transparence financière de son syndicat, puis que la CSST, finalement, a dédommagé et indemnisé sa veuve et son fils. C'est une terrible histoire. Est-ce qu'il n'y a pas là un enseignement? Il y a des choses qui doivent sûrement être ajustées. Je ne connais pas bien la situation, mais maintenant, s'il fallait qu'on se base sur des cas comme ça pour tout changer pour tout le monde, qui n'ont pas de problème, moi, quand j'avais entendu quelqu'un dire que les syndicats avaient du sang sur les mains, bien, je vous annonce qu'il y a 220 morts par année accidentés du travail, maladies professionnelles. J'ai jamais dit que les employeurs avaient tous du sang sur les mains. Merci.